Bonjour. Dans cette vidéo, on va revenir sur les points importants du chapitre 1 en complétant le polycopier ensemble. Donc, on va revenir sur ce qui est très important et faire des commentaires sur des points difficiles. Mais dans cette vidéo, je suppose que vous avez déjà vu la première vidéo dédiée au chapitre 1. Donc, si ce n'est pas le cas, allez la voir d'abord. Il y aura des choses sur lesquelles, ici, on va passer assez vite, parce que c'était plutôt la première vidéo. Alors, avant de commencer le chapitre 1, ici, donc, on a une approche pour décrire ce que c'est que la tension et le courant électrique. A priori, ce sont des notions que vous connaissez déjà. Il ne faut pas chercher non plus à comprendre ça comme des choses nouvelles. C'est vraiment la tension et le courant comme on le connaît d'habitude. Ici, on a juste eu une approche. On a décidé de passer d'une méthode avec une approche microscopique, c'est-à-dire on regarde les phénomènes à l'échelle de la particule, et ensuite on en déduit le macroscopique. Donc, on est passé d'une échelle de courant, enfin d'électrons, on parle, ça devient les courants. Il faut se rendre compte que, historiquement, on découvre la tension et les courants, les débuts de l'électricité, c'est vers 1800. Donc, bien avant la découverte de l'électron, environ un siècle avant la découverte de l'électron. Dans l'histoire, du coup, c'est d'abord, on découvre le macroscopique, et ensuite, on a découvert les électrons, et de manière générale, les particules. Donc, ici, le but de ce chapitre, c'est de montrer que ces notions, on peut les redéfinir avec en partant de la physique fondamentale actuelle. Alors, bon, on va sauter la table des matières et on va commencer par le début. Donc, le courant, c'est la circulation des charges. Donc, on a un fil. Quand il se passe quelque chose à l'intérieur, on appelle ça du courant. Hein, vous avez vu, c'est la même chose qu'une rivière qui coule. Le courant, c'est l'eau qui passe au travers de la rivière. Et on reverra cette analogie pour la tension. On peut imaginer ça comme un liquide qui coule à l'intérieur. Et la matière qui porte ce liquide, qui porte ces charges électriques, on appelle ça donc des porteurs de charge. Donc là, vous voyez, dans la marge, je vous ai mis une remarque. Alors, la marge, c'est pour que vous puissiez écrire des choses, et aussi, moi, de temps en temps, je vais faire des remarques qui ne sont pas très importantes, mais qui peuvent éclaircir certains points. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on parle de courant ou d'intensité? Eh bien, le courant, c'est vraiment le phénomène. C'est le fait que quelque chose se déplace. Et l'intensité, c'est à quelle vitesse et en quelle quantité il y a ce déplacement. Donc, courant, c'est le phénomène, et intensité, c'est la valeur. Donc, on parlera de l'intensité du courant. Alors, porteurs de charge, donc les charges électriques sont des charges associées à l'interaction électromagnétique. Alors, vous connaissez les 4 interactions. Il y a électromagnétique, gravitationnelle, donc, où la charge, c'est la masse, et il y a donc l'interaction faible et l'interaction forte,
où les charges sont un peu plus compliquées, mais on a une charge associée à cette interaction aussi. Et donc, chose importante, on a vraiment donc deux types de charges, les charges positives et négatives. Alors, encore une fois, on appelle ça des charges positives ou des charges négatives, simplement pour dire que c'est deux types de charges qui se compensent. Quand on a les deux charges, c'est comme si on n'avait rien. Comme si on ajoute plus 3 et moins 3. On réunit les deux, ça se compense. Mais il n'y a pas de sens particulier entre positif et négatif. C'est en final la même chose. On a simplement changé la charge. Il y a une symétrie entre les deux. Et on a choisi historiquement un sens positif et une valeur négative. Et on n'avait pas de raison particulière de choisir l'un ou l'autre. Et du coup, il se trouve qu'on est tombé sur une charge négative pour les électrons et positive pour les protons. Alors, on a dit que la charge est extensive. Si on prend la charge d'un système composé de plusieurs parties, la charge totale, c'est la somme des charges de chacune des parties. Donc la charge est une grandeur extensive, c'est-à-dire que la charge totale de deux objets est la somme des charges de chacun des deux objets. Conservation, du coup, eh bien, la charge est conservée pour un système isolé. On peut dire que la charge est une constante, ou que la dérivée par rapport au temps est nulle. Alors, j'utiliserai souvent d'ailleurs cette notation ici. C'est une abréviation pour dire constante. Donc ça, on l'utilisera souvent. Mais dans les copies, vous n'avez pas le droit de faire des abréviations comme ça, sauf dans les calculs. Dans les calculs, vous pourrez mettre constante si vous voulez. Donc on a dit le signe conventionnel, donc soit plus, soit moins, ça dépend du type de particule. Et on a dit donc l'électron est négatif, donc il a une charge négative, et le proton dont la charge est positive. Le neutron, lui, il a une charge nulle. On dit qu'il est neutre, d'où son nom, neutron ici. Ça veut dire neutre, c'est-à-dire pas de charge. Donc là, vous avez un tableau, et dans le tableau, je vous ai noté aussi les masses. Et vous voyez que l'électron est très très léger. Il est environ 2000 fois plus léger qu'un proton. Et du coup, il va bouger beaucoup plus facilement. Et on verra ça. C'est pour ça qu'en fait, les porteurs de charge, ce sont les électrons. Les porteurs de charge libres, ce sont les électrons. Les protons sont trop lourds. Donc la charge électrique, on a dit qu'elle se mesurait en coulombs. Et la valeur 1,6, et donc là je vous ai donné toutes les valeurs, 1,6, 102, 176 fois 10 puissance moins 19, c'est la charge élémentaire. Alors d'ailleurs, ça c'est la nouvelle définition du système international d'unités. On définit l'ampère de telle sorte à ce que la charge d'un électron, ça soit moins la charge élémentaire. Alors, ici, on n'en a pas parlé dans la vidéo, mais il faut savoir que les porteurs de charge, ce n'est pas toujours des électrons ou des protons. On peut avoir des choses un peu plus compliquées. Par exemple, on peut avoir des ions. Dans une solution ionique, par exemple dans l'eau salée,
Ce qui fait la conduction, ce sont les ions positifs et les ions négatifs, donc cations et anions. Et typiquement, dans les piles, ce sont des piles électrochimiques, donc c'est de la chimie, et ce sont les ions qui vont créer les charges. Et on va avoir des matériaux très utilisés en fait dans tout ce qui est électronique moderne, ce sont les semi-conducteurs. Ça, les semi-conducteurs, nous, on n'en étudiera pas, enfin, on n'utilisera pas en tant que tel, mais dans beaucoup de composants qu'on va utiliser, par exemple pour les diodes ou pour les ALI, il y a des semi-conducteurs pour certaines lampes aussi, pour certains types de lampes. Ce sont des matériaux plus compliqués parce qu'on a en fait une absence d'électrons qu'on appelle un trou qui peut aussi se déplacer. Donc, on va avoir plein d'électrons comme ça qui se déplacent, puis de temps en temps, donc ça c'est les électrons, on va voir qu'il y a ici un trou. Oula, un peu gros. En fait, on peut faire ici pas d'électrons. C'est un trou. Et donc, les électrons qui sont derrière, ils vont aller combler et le trou, lui, va se déplacer progressivement. Donc le trou, il va se décaler comme ceci au fur et à mesure que les électrons vont combler le trou. Donc on va avoir deux types de porteurs de charge, les électrons et les trous. Enfin, ça c'est vraiment annexe, hein. C'est si vous continuez l'électronique plus tard, vous étudierez beaucoup de semi-conducteurs. Donc, bilan, en électrocinétique, le plus souvent, on utilise le transfert des électrons. La charge électrique se mesure en coulombs. Donc, les porteurs de charge qui peuvent bouger, on appelle ça des porteurs de charge libres, parce qu'ils sont libres de bouger. Et pour nous, ce sera donc des électrons. Alors ici, on est sur l'échelle mésoscopique. Donc l'échelle mésoscopique, c'est quelque chose qu'on utilise ici pour la définition et pour la démonstration, mais vous en reparlerez beaucoup plus l'an prochain. Ce n'est pas très important ici de comprendre l'échelle mésoscopique. Gardez juste en tête ce qui est important à comprendre, c'est l'idée qu'on a une moyenne locale. Alors ça, on verra ça dans un des exercices d'ailleurs. Une moyenne locale. Donc on fait une moyenne locale des charges et de la vitesse, et ça donne cette densité déjà de porteurs de charge. Et ensuite, ce vecteur densité de courant. Alors on peut préciser densité de porteurs de charge libre, mais voilà, densité de porteurs de charge. Ok, donc on a une moyenne de la vitesse, une moyenne de la charge, on fait le produit des deux, et on fait ainsi le vecteur densité de courant qu'on note J, que vous reverrez aussi beaucoup l'an prochain, parce qu'il est très important en électromagnétisme. Vous l'avez déjà un petit peu travaillé en cours de français des sciences, mais beaucoup l'an prochain. Donc, à l'équilibre thermodynamique, la moyenne de ces vitesses est nulle, puisque donc il faut garder en tête que l'agitation thermique, on va avoir des particules qui vibrent dans tous les sens. C'est le mouvement brownien. Donc, on a un champ de vitesse qui est 0, normalement, en moyenne. Mais si on met une différence de potentiel,
ou une tension d'un côté ou de l'autre, on va pouvoir faire apparaître un courant. Donc on est hors équilibre. Donc là, on a une vitesse qui est non nulle, et on crée un déplacement global de charge électrique, et on l'appelle la densité de courant. Donc le vecteur densité de courant. Voilà. Ici, je vous ai fait remarquer, si on a quelque chose de plus compliqué, on n'a pas que des électrons, eh ben, on va faire un vecteur densité de courant pour chaque porteur de charge, et ensuite on additionne. Alors, ici, le calcul du flux, on ne va pas trop détailler le calcul en lui-même, parce que ce n'est pas extrêmement intéressant. Nous, ce qu'on veut juste savoir, c'est quelle est la quantité de charge qui traverse la surface. Donc, on a des charges comme ça qui se déplacent avec une vitesse v. Et elles vont passer au travers d'une surface. Alors, j'oriente la surface ici, et cette surface, elle a un vecteur S. Alors, les charges qui passent au travers, eh bien, elles vont être comprises dans un volume qui est en fait défini comme ce cylindre qui a une longueur V fois dt et qui a pour base à nouveau la surface S. Ça, c'est la quantité de charge qui traverse entre V et V plus dt. Elles sont toutes là-dedans. Donc la quantité de charge, qu'on va appeler delta Q, c'est égal à ρ fois le volume de ce cylindre, c'est-à-dire ρ V produit scalaire de S fois dt. Et donc, on retrouve J scalaire S fois dt. Et donc, la quantité de charge qui passe au travers, qu'on appelle le flux, qui est égal donc à la quantité de charge par unité de temps, c'est égal à J produit scalaire de la surface S. On va réécrire mieux ce S. Voilà. OK. Donc ça, c'est en version globale, parce que la surface, elle peut avoir une forme un peu bizarre, donc il faut intégrer. Mais sinon, en version infinitésimale, on fait sur la surface. En pratique, nous, on va juste prendre des sections de fil toutes droites, et donc le calcul sera simple. On verra ça dans un des exercices du TD, on va faire ce calcul précisément pour déterminer une quantité de courant sur une sphère. Ah oui, pardon, la preuve, il fallait la mettre ici, et du coup, c'est la preuve que j'ai mise ici. Pardon. Alors, on descend. Donc, l'intensité du courant, donc quelque chose d'algébrique, puisque si vous avez un vecteur J qui est comme ceci, et un vecteur surface qui est comme ceci, vous allez avoir J scalaire S qui est négatif. Inversement, si J est dans un sens et que S est dans l'autre, J scalaire S est supérieur à 0. Donc là, ce qu'on trouve, c'est que le sens et la valeur de l'intensité dépend du sens de la surface. Et ce sens de la surface, ça va être le sens conventionnel du courant.
Donc, un porteur de charge qui traverse une surface, donc pardon, ça on appelle ça l'intensité électrique. Ici, intensité. Et c'est une grandeur algébrique, c'est-à-dire qu'elle peut être positive ou négative. Et pour la mesurer, on la mesure en ampères. Alors, ce que je vous dis dans l'encadré, c'est que l'ampère, ici, c'est une unité de base. C'est vraiment la base du système international pour définir les charges. Vous vous souvenez, les unités de base du système international, c'est l'ampère, le kilogramme pour la masse, le mètre pour la longueur, la seconde pour le temps, la mole pour les quantités de matière, et ensuite on en a des un peu plus étranges, le lumen pour la luminosité, et la température qui se mesure en Kelvin. Pardon, j'ai dit le lumen pour la luminosité, c'est le candela pour la luminosité. Alors, revenons sur ce qu'on avait dit avant. L'intensité, que l'on note avec un I, et la quantité de charge qui traverse par unité de temps. Alors, ici, vous voyez, on peut noter avec une minuscule ou avec une majuscule. Ça dépend de est-ce qu'on a quelque chose qui varie dans le temps ou quelque chose qui est constant. Quand on a quelque chose qui varie dans le temps, on préfère utiliser une lettre minuscule. Par contre, pour une constante, on préfère utiliser une lettre majuscule. Et donc là, c'est ce que vous voyez, I minuscule dépend du temps, I majuscule ne dépend pas du temps. Voilà. C'est une convention de notation qu'on va essayer de respecter au maximum pour limiter les confusions, les erreurs. Mais c'est qu'une convention. Alors, pour mesurer, on va utiliser un ampère-mètre. Donc, si j'ai un circuit avec, par exemple, une ampoule et que je veux mesurer l'intensité du courant dans cette ampoule et dans cette pile, du coup, je vais rajouter un ampère-mètre. Alors, dans un circuit électrique, c'est le symbole A à l'intérieur d'un cercle qu'on va brancher en série. Donc, ampère-mètre. Okay. Et donc, pour que vous ayez en fait en tête quelques ordres de grandeur. En électronique, par exemple, avec vos ordinateurs, vos téléphones, l'intensité du courant, elle est très faible parce qu'on n'a pas besoin de puissance ou on n'a pas besoin de produire beaucoup d'énergie. On a juste besoin d'avoir une information et donc peu de courant. Donc on va avoir des intensités qui sont de l'ordre du micro-ampère. Avec les lampes, on a des intensités qui sont déjà plus importantes parce que là, il faut fournir de l'énergie et on a environ 0,1 ampère pour une lampe basse consommation. Dans vos foyers, ce qui consomme le plus d'énergie, c'est le four. Enfin, le four ou tout ce qui est chauffage. Quand vous faites chauffer de l'eau, quand vous chauffez, ça consomme énormément d'énergie. Et pour transmettre de l'énergie, on verra la relation plus tard, il faut beaucoup d'intensité. Et donc, on va avoir 10 ampères. 10 ampères, il faut vous dire que c'est beaucoup d'énergie. Un train électrique, il faut compter 500 ampères. Donc, vous voyez qu'un four, en fait, c'est beaucoup. Pour un train, c'est seulement une cinquantaine de... Enfin,
c'est une cinquantaine de fours en termes d'intensité. On verra que la tension joue aussi un rôle pour l'énergie. Et les lignes à haute tension, là, au contraire, on préférerait avoir une intensité plus faible parce que l'intensité, ça fait qu'il y a des pertes. Mais on va avoir des intensités très importantes parce qu'il faut alimenter une ville entière avec des lignes. Et donc les câbles électriques, on peut avoir jusqu'à 1000 ampères. Alors ça, c'est dans le réseau entre les villes. On va avoir 1000 ampères. Chez vous, c'est beaucoup plus faible. Alors, le sens conventionnel du courant, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé dans la vidéo. C'est simplement lié au fait que comme on a défini une surface orientée, eh bien, il faut définir un sens conventionnel dans lequel on va mesurer le courant. Donc le sens conventionnel du courant, on va le représenter sur un circuit. Alors, je reprends mon circuit précédent avec une ampoule, 1 ampère-mètre et une pile. Et pour déterminer le courant, il faut que je définisse un sens conventionnel. Donc par exemple, ici, je vais définir que je compte I dans ce sens-là. Bon, là, vous voyez, j'ai mis une minuscule, donc ça dépend du temps. Je n'ai pas dit que le courant serait positif ou qu'il serait négatif. Ça va dépendre de ce qu'il se passe réellement dans le circuit. I peut être négatif ou positif. C'est juste que pour savoir de quoi on parle, eh bien, je suis obligé de me fixer un sens. Ok ? Donc, le sens conventionnel, quand on va étudier un circuit, on le dessine par une flèche pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors, ça c'est une remarque, mais les électrons, ils ont une charge négative. Et donc, le courant va avoir un sens opposé au mouvement des électrons. Si vous avez J qui est dans un sens, eh bien les électrons, qu'on va représenter en fait par des symboles moins, ils vont aller dans l'autre sens. Donc reprenons ce qu'on appelle le courant, c'est la circulation des charges, et ce qu'on appelle l'intensité, c'est la quantité de charge qui passe au travers d'une surface par unité de temps. Et on définit l'ampère comme un coulomb qui traverse la surface par seconde. Alors, conducteur et isolant, donc pour définir un conducteur, historiquement, on avait des machines électrostatiques, un peu comme si vous prenez un ballon que vous frottez sur un pull en laine et que vous faites de l'électricité statique. On avait un objet qui était chargé. Ici, ensuite, un objet qui n'était pas chargé. Donc ça, c'est chargé. Ça, c'est pas chargé. Et on va rajouter quelque chose entre les deux. Et si on se retrouve avec deux objets chargés à la fin, avec une répartition des charges, ça veut dire que c'était conducteur. Si à la fin, les charges n'ont pas circulé, eh ben, on a quelque chose qui était un isolant.
Donc ça, c'est comme ça qu'on définissait un conducteur ou un matériau qui n'était qu'un isolant. Maintenant, on a défini ça de façon un peu plus moderne. On va dire que à partir du moment où un matériau est soumis à un champ électrique, s'il est conducteur, alors les porteurs de charge prennent un mouvement d'ensemble. Donc, les porteurs de charge prennent un mouvement d'ensemble en présence d'un champ électrique. Donc ça, le mouvement des conducteurs, normalement, vous l'avez étudié, pardon, pas des conducteurs, le mouvement des charges électriques, vous l'avez étudié en français des sciences. Donc, cette définition, elle revient au même que la définition précédente, hein. C'est juste qu'elle est plus théorique et plus en accord avec les connaissances actuelles. Mais voilà, donc on a des conducteurs un peu particuliers, hein, comme on avait vu. Le vide n'est pas un conducteur parce qu'il n'y a pas de porteur de charge, mais en pratique, il va permettre aux électrons de passer. Donc on va quand même considérer que ça peut être un conducteur sous certaines conditions. Les semi-conducteurs, ceux dont je vous parlais avec les trous, ils peuvent être conducteurs dans certains cas et isolants dans d'autres. On a des choses un peu plus compliquées. Notamment les plasmas dans lesquels on a des électrons et des cations ou des protons. Il faut vous dire encore une fois que ce qui est léger dans les conducteurs, ce sont les électrons. Tout le reste, c'est trop lourd. Donc ici, les ions dans les plasmas, donc des cations, ils sont trop lourds. Et du coup, ce sont surtout les électrons qui se déplacent. Et nous, on va étudier donc les électrons et leur mouvement dans les conducteurs. Leur charge, on a dit, est négative. Alors, une approximation qu'on fait, on ne va plus en reparler, mais il est important de la faire, en fait, on l'a fait tout le temps, c'est on va négliger l'effet de la forme des conducteurs. On va considérer que tous les conducteurs, s'ils ont cette forme-là, par exemple, eh ben, on va dire que ce sont simplement des fils. Donc on a un conducteur qui au départ est épais, et l'approximation filiforme, on va dire que ce sont des fils. Donc on va négliger tous les effets de largeur qu'il pourrait y avoir. On va considérer qu'ils sont homogènes, qu'il n'y a pas de problème à l'intérieur. Donc on néglige la forme des conducteurs. Important donc de faire cette hypothèse que les conducteurs peuvent avoir n'importe quelle forme. Ça simplifie beaucoup. Voilà. Donc ici, donc la définition d'un circuit. Donc, bon, un circuit, c'est simplement plusieurs conducteurs mis ensemble, et on peut avoir des boucles, auquel cas on dit que le circuit est fermé, et dans ce cas-là, le courant peut circuler, ou alors pas de boucle, et dans ce cas-là, on dit que le circuit est ouvert et le courant ne peut pas circuler. Si je prends juste un fil de cuivre, j'ai un circuit qui est ouvert. Si je prends un fil fermé par un autre fil de cuivre, là, pardon, de fer, j'ai un circuit fermé. Et maintenant, dans ce circuit, je vais placer des dipôles. Alors ça va être très important, ça va nous occuper une bonne partie du semestre, ce sont les dipôles. Un dipôle, di, ça veut dire deux. Donc là, on a un truc en deux pôles, c'est-à-dire quelque chose comme ça.
Et chaque côté, ça c'est ce qu'on appelle un pôle. Il n'y en a que deux. Il est relié au reste du circuit par deux bornes ou deux pôles. Alors, chaque dipôle aura un symbole quand on fera un schéma. Donc un fil, par exemple, qui est relié à juste deux extrémités, c'est simplement un trait. Un interrupteur, c'est une espèce de porte qu'on peut ouvrir ou fermer. Donc en fait, quand on le ferme, ça devient un fil. Une diode, une ampoule ou un générateur, par exemple. Alors voici trois exemples de circuits. Donc là, vous voyez un générateur avec un moteur. Ici, vous avez une pile avec une lampe et vous voyez qu'ici, c'est ouvert. Alors, tout ça, du coup, ça, c'est des fils. Et ici, vous avez, alors, ça, c'est ce qu'on appelle des résistors ou des résistances. Ici, en fait, c'est une lampe et une diode. Pardon, ici, c'est un générateur de tension. Alors, maintenant, donc, la deuxième notion très importante de ce chapitre, c'est la notion de tension. Donc, on va définir ce que c'est qu'une tension. Et, mais gardez en tête que c'est quand même la même chose que ce que vous connaissiez avant. Juste définir ça proprement. Donc, dans un conducteur, on a dit qu'il y avait du courant quand il y avait un champ électrique. Et ce champ électrique, il va du coup causer une force électrique. Et donc, cette force électrique, vous l'avez vu l'an dernier, sa formule, c'est la charge multipliée par le champ électrique. Si on regarde le travail de cette force, on va intégrer entre les deux bornes du dipôle A et B, et on obtient donc que le travail peut s'écrire comme Q fois l'intégrale de E entre A et B. Sauf que maintenant, si je prends ce travail par unité de temps, où j'ai dQ intégrale de A à B de E scalaire dl, si je divise maintenant par dt, je vais avoir donc la puissance, puisque le travail par unité de temps, c'est la puissance électrique. Et là, je vais avoir dQ sur dt. Et donc, je reconnais l'intensité du courant qui traverse le dipôle. Donc, on peut définir du coup de deux façons la tension électrique. Première définition, on va dire que c'est la puissance reçue, et j'insiste sur ce reçu, on y reviendra plus tard. Mais vraiment, gardez-le en tête, c'est la puissance reçue dans cette définition par le dipôle et qu'on divise par l'intensité que reçoit le dipôle. Et l'autre définition, c'est l'intégrale de A à B du champ électrique. Alors, on a ici une démonstration très importante au passage. On montre que la puissance électrique, c'est le produit de l'intensité par le courant. Alors, pourquoi tout à l'heure, je vous parlais de transport d'énergie en vous parlant d'intensité? Parce que quand vous êtes chez vous, l'alimentation, elle est constante en tension. C'est toujours
environ 220 volts. Et par contre, l'intensité, elle varie. L'alimentation en tension est fixe, la tension, et pas l'intensité. Par contre, dans d'autres applications, les tensions, on peut en avoir beaucoup, enfin, plein de tensions possibles. Par exemple, les lignes à haute tension, c'est plusieurs milliers de volts. Alors, une remarque importante sur la tension, on a dit que on intégrait de A à B, donc si j'intègre de B à A, par définition de l'intégrale, il faut en fait définir un sens, parce que UAB, c'est moins UBA. Donc, ça, c'est quelque chose, si on inverse le sens de la tension, eh bien, sans changer le sens du courant, on va avoir un dipôle générateur. On y reviendra dans le chapitre 3. Et donc, le dipôle récepteur. Voilà, donc ça, c'est voir chapitre 3. C'est ce qui est marqué ici. Ok. Donc, attention au sens quand vous représentez la tension. L'unité de la tension, on a dit que c'était le volt, du nom de Volta, qui est le premier à avoir fait une pile, donc premier à produire artificiellement une tension, autre que la tension électrostatique. Et historiquement, la première pile, la pile Volta, a une tension qui vaut à peu près 1 volt. Et donc, on a défini le volt à partir de ça. Donc, pour l'analyse de la dimension de la tension, 1 volt, c'est 1 kg mètre carré par seconde moins 3 par ampère moins 3. Donc là, on peut faire une analyse dimensionnelle, puisque on a vu que la tension, qu'on note U, c'est homogène à une puissance. Donc on va regarder la dimension d'une puissance divisée par une intensité. Alors, l'intensité, eh bien, sa dimension, c'est en fait simplement la dimension d'une intensité parce que c'est quelque chose de fondamental. La puissance, c'est la dimension d'une énergie divisée par un temps. Et une énergie, alors vous avez plein de relations sur l'énergie, on peut prendre par exemple avec E égale mc2, c'est la dimension d'une masse multipliée par une vitesse au carré. Toujours temps moins 1, intensité moins 1. Et une vitesse, c'est une distance sur un temps au carré. Donc, masse fois longueur au carré fois temps puissance moins 2 fois temps puissance moins 1 divisé par une intensité. Donc, on en déduit que la dimension de 1 volt, c'est 1 kg mètre carré seconde moins 3 ampère moins 1. Pour mesurer la tension, on utilise un voltmètre. Alors, cette fois-ci, le voltmètre il ne se branche pas à l'intérieur du circuit, il va se brancher sur le côté du circuit. Si j'ai ici mon ampoule, le voltmètre, que je symbolise par un V dans un rond, il se branche à côté. Vous voyez pas à l'intérieur. On dit qu'il se branche en dérivation ou en parallèle. On en reparle au prochain chapitre. Et pour représenter la tension, on représente ça par une flèche. Donc si j'ai un dipôle comme ceci, avec une borne A et une borne B,
Bien, la tension, je vais remonter ça par une flèche. Et attention, cette flèche remonte le sens de la tension. Alors, je précise. Voilà, par exemple, si j'ai ici UAB, et bien en fait, UAB, la flèche va vers A. C'est quelque chose qu'il faut savoir. UAB, la flèche va vers A. Donc, on a presque fini. La tension, on a dit que c'est l'intégrale de la circulation du champ électrique. Alors, encore une fois, vous voyez la remarque, U majuscule, ça ne dépend pas du temps. U minuscule, ici, ça dépend du temps. Et ce point très important, la puissance, c'est l'intensité fois le courant. Alors, vous allez me dire, l'intensité, oui, mais dans quel sens? Alors, si on reprend la démonstration qu'on a fait tout à l'heure, il faut que I aille de A vers B. Reprenez la démonstration, le courant, en fait, on l'utilise dans le sens A vers B. Et dans ce cas-là, on a la puissance reçue. Et on en reparle au chapitre 3. On aura toute une partie là-dessus, sur le sens. Alors, porteur de charge libre, donc c'est un porteur de charge qui peut se mouvoir librement, est un porteur de charge qui peut bouger. Je suis désolé pour la qualité de l'écriture. Le logiciel n'enregistre pas tous les points. Le mouvement, on appelle ça la densité de courant, comme on note J. Le flux, c'est de densité au travers de la section, c'est ce qu'on appelle l'intensité. Il se mesure en ampères. Et la tension aux bornes du dipôle se mesure, elle, en volts. Le symbole du volt, c'est un V majuscule. Et la puissance, U fois I. Alors, si vraiment vous ne devez retenir qu'une seule formule, c'est celle-ci. Ça, c'est la formule la plus importante. Je vous ai mis ici quelques ordres de grandeur à retenir et un peu de vocabulaire que vous pouvez traduire en chinois pour garder ça facilement à l'esprit. Voilà, je vous souhaite du coup une bonne relecture et apprentissage et à bientôt pour la prochaine vidéo.